Merci bien, bonjour. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire un séminaire extrêmement technique, mais essayer de réfléchir avec vous à ce que peut être l'avenir et surtout à discuter les promesses, mais surtout les difficultés. Alors, d'abord, je vais rappeler où nous en sommes du côté de la détection de la vie dans l'univers et les projets immédiats. Donc le but immédiat, c'est de savoir s'il y a de la vie sur les exoplanètes. Antoine Labeyrie en a parlé dans son cours. Et le but lointain, c'est d'observer la morphologie des organismes. Et c'est un peu sur ça que je vais me focaliser. Je vais m'en tenir à une définition extrêmement classique, traditionnelle de la vie, celle des biologistes d'aujourd'hui. Donc pas de spéculation de ce côté-là. Alors d'un rappel, où nous en sommes, c'est qu'au moins 30% des étoiles ont au moins une super-Terre, c'est-à-dire une Terre plus grosse que la Terre, mais quand même pas trop grosse pour être habitable. Alors vous voyez que les progrès sont absolument fulgurants. Entre 1989 et aujourd'hui, voilà le nombre de planètes détectées par an. Et nous en sommes aujourd'hui non pas à 510, mais à 534. Ça avance extrêmement vite et ça va continuer à avancer très vite. Alors pour détecter la vie au sens habituel, il y a au fond 4 moyens, a priori. Il y a chercher des traces de vie sur Terre ou des traces de visite, voire des ovnis, pourquoi pas. La recherche d'intelligence extraterrestre, Search for Extraterrestrial Intelligence, donc les écoutes radio dont vous avez entendu parler, mais aussi ce que j'appelle des fuites technologiques, c'est-à-dire des émissions intelligentes, produites par une intelligence, mais des émissions non intentionnelles, des fuites technologiques, exemple les lumières des villes. On peut faire de la télédétection spectroscopique et par imagerie de la vie ailleurs, comme on fait de la télédétection sur les planètes du système solaire, et enfin aller voir sur place. Donc voilà, à ma connaissance, les 4 voies a priori. Alors le but immédiat de détecter de la vie, le plus simple, c'est... Alors oui, je veux bien dire, je dois préciser qu'il n'y a aucune objection scientifique a priori contre les ovnis, simplement, à ma connaissance, il n'y a aucun témoignage qui soit solide. Donc on passe à autre chose. Alors, un des moyens les plus simples aujourd'hui, c'est faire la spectroscopie globale d'une planète, donc d'une planète en dehors du système solaire, pour chercher 2 types de choses. Soit ce qu'on appelle les déjecta, c'est-à-dire les gaz d'origine organique, exemple, l'oxygène ou l'ozone, ou bien le méthane. Et un autre moyen, c'est de détecter la végétation par l'intermédiaire de son émission infrarouge. Alors voilà par exemple un spectre attendu sur une exoplanète où on détecte l'oxygène et l'ozone. Une autre possibilité, c'est de détecter la réflexion dans l'infrarouge de la végétation. Voilà, en fonction de la longueur d'onde, le pouvoir réflecteur de la végétation. Et vous voyez que ce pouvoir réflecteur augmente de façon extrêmement importante aux alentours de 0,75 microns. Il y a
je crois, 70 fois plus de lumière réfléchie dans l'infrarouge que de lumière réfléchie dans la couleur verte pour la végétation. Alors il y a de nombreux problèmes techniques que je ne discute pas ici. C'est la robustesse de ces biosignatures, c'est-à-dire savoir si on détecte de telles choses, si ce ne sont pas des artefacts. C'est toute une discussion technique dans laquelle je n'entre pas ici. Alors pour faire ces premières analyses spectroscopiques sur une exoplanète, nous avons proposé à l'Agence spatiale européenne le satellite SPICES, Spectropolarimetric Imaging Characterization for Exoplanet Systems. Alors, pour l'instant, ce projet n'a pas été retenu. Nous allons le reproposer dans 3 ans. Alors, en plus des caractéristiques spectrales, on peut procéder à des raffinements et voir par exemple les variations temporelles. Alors, il y a les variations diurnes dues à la rotation de la planète autour d'elle-même, autour de son axe, les variations saisonnières le long de l'orbite avec la modulation par les effets d'ombre des arbres. Alors, je vais vous montrer tout ça. Voilà, ça c'est une simulation qui simule le pouvoir réflecteur global de la Terre en fonction de la rotation sur elle-même. Là, on joue sur un facteur extrêmement important, c'est que les océans ne réfléchissent que environ 6 à 10% de la lumière solaire, alors que les continents réfléchissent autour de 40%. Donc si la Terre est dans une certaine disposition où vous voyez essentiellement le Pacifique, elle est sombre. Lorsqu'elle tourne et que vous voyez toute l'Asie, elle est beaucoup plus brillante. Et c'est ce qu'on peut donc faire avec une exoplanète et à partir de là déduire la période de rotation de la planète sur elle-même, la taille des continents. Alors, autre variation, c'est variation le long de l'orbite. Et là, il y a un phénomène intéressant, c'est qu'il y a une modulation par l'effet d'ombre des arbres, suivant que... Ça marche de moins en moins bien, ça. Alors, suivant que le satellite qui observe l'exoplanète est ici, et suivant que la planète qui tourne autour de son étoile, l'exoplanète qui tourne autour de son étoile est dans une certaine position ou une autre, l'effet d'ombre des arbres est différent et ça induit une modulation sur le pouvoir réflecteur des arbres. Alors voilà par exemple une simulation où à un certain angle azimutal de 30 degrés, le pouvoir réflecteur varie brusquement. Donc on peut vraiment faire procéder à des raffinements. Alors le but maintenant, à moyen terme, c'est de cartographier la végétation et comme Antoine Labeyrie l'a montré tout à l'heure, grâce à un hypertélescope, on pourrait voir les forêts sur une exoplanète, voir la taille des forêts, puisque avec un tel instrument, on a une résolution spatiale de 100 km sur la surface d'une planète si elle est à la distance de Alpha du Centaure. Mais ça, compte tenu du calendrier extrêmement lent et du pacte sénateur des agences spatiales, il ne faut pas voir ça avant 2040, malheureusement. Je vous signale que le calendrier des lancements de l'Agence spatiale européenne est déjà plein jusqu'à 2030. Donc, il faudra attendre bien plus tard pour aller plus loin. Alors, maintenant, j'imagine que nous sommes en 2050 et qu'on a détecté de l'oxygène sur une exoplanète, du méthane, des forêts.
On a étudié à fond les variations diurnes et saisonnières. On a une vague idée sur la hauteur des arbres, comme je vous l'ai expliqué. On a fait la cartographie des forêts et leurs variations diurnes grâce à un hypertélescope. Et on aura peut-être même cartographié les lumières des villes avec des télescopes géants comme le télescope de 42 mètres européen, s'il fait finalement 42 mètres, ce qui n'est pas sûr. Alors voilà, je parlais des lumières des villes. Voilà les lumières des villes de la Terre vues depuis un satellite. Eh bien, on peut espérer, avec une résolution moindre, voir la même chose sur une exoplanète. Mais après ça, les questions qu'on peut se poser, c'est sur la morphologie des vivants sur ces planètes. Y a-t-il des animaux? Quelle est leur morphologie? Voilà ce que je vais un petit peu discuter maintenant. Alors, les conditions pour voir des animaux. Alors, il y a une première solution, c'est faire de la télédétection, utiliser un super télescope, voire un super hypertélescope. Alors, pour ça, il y a deux conditions. Il faut une résolution angulaire suffisante, mais il faut aussi un flux suffisant. Alors, résolution angulaire suffisante. Pour avoir une résolution de 1 mètre à 1 parsec, qui est à peu près la distance de l'étoile la plus proche, il faut une base de 100 millions de kilomètres. Non, je me suis un petit peu trompé. Mais les ordres de grandeur, ils sont de toute façon, il faut une base absolument énorme. Mais il y a une autre deuxième condition, donc c'est sur le flux, parce que le flux, pour détecter le flux réfléchi par un objet mobile de 1 mètre de taille en 20 minutes, c'est-à-dire qu'en 20 minutes, il ne faut pas qu'il se déplace trop, il peut être un peu mobile, mais pas trop, donc mettons en 20 minutes, avec un rapport, ce qu'on appelle le rapport signal-son-bruit, c'est-à-dire avec une crédibilité suffisante pour une étoile située à alpha du Centaure et à une unité astronomique de son étoile, c'est-à-dire dans la zone habitable. Il faut un collecteur qui fait 20 unités astronomiques de base, donc 20 fois la distance Terre-Soleil. Alors, donc c'est vraiment difficilement réaliste. Alors, certains auteurs ont suggéré d'utiliser le Soleil à 500 unités astronomiques comme groupe gravitationnel. Eh bien non, quand on rentre dans le détail, ça ne marche pas parce que ça mélange toutes les images et la résolution angulaire est complètement perdue. Donc on a le flux, mais on n'a pas la résolution angulaire. Donc il faut réfléchir à autre chose. Solution numéro 2, aller sur place. Alors l'espoir initial, c'était d'avoir des sondes interstellaires qui atteignent le 10e de la vitesse de la lumière. Pour ça, il faut 40 ans pour aller sur Alpha du Centaure, ce qui n'est pas rédhibitoire. 40 ans, c'est à peu près la durée de vie c'est le temps qu'a mis la sonde Pionnier pour sortir du système solaire et avoir les premières informations en dehors du système solaire. Donc 40 ans, c'est quelque chose de pas du tout irréaliste, mais à condition qu'il y ait une planète avec de la vie sur Alpha du Centaure. Et ça, ce n'est pas du tout garanti. Si la planète intéressante la plus proche avec de la vie, et non pas à Alpha du Centaure, mais 10 fois plus loin, ce qui n'est pas extraordinaire, à 10 parsecs, eh bien, il faut 400 ans pour y aller au 10e de la vitesse de la lumière.
Alors, c'était des ingénieurs essentiellement anglais sont entrés très à fond dans le détail d'un tel projet qui s'appelle maintenant le projet Icarus, et en utilisant une propulsion nucléaire. Donc c'est publié il y a 2 ans maintenant. Alors voilà le projet Icarus, c'est un instrument absolument énorme qui fait à peu près la taille de la tour Eiffel, et c'est tout ça que vous voulez envoyer au dixième de la vitesse de la lumière. Je ne vous parle pas des budgets que ça suppose. Malheureusement, il y a un petit problème, c'est les poussières interstellaires. Si j'appelle nu la densité de grains interstellaires et grand N, le nombre de grains rencontrés sur un trajet de longueur L, eh bien ce nombre de grains est simplement le produit de la longueur du trajet fois la densité de grains fois la section du vaisseau. Plus le vaisseau est grand, naturellement, plus il rencontre de grains. Alors, on va prendre des grains à 100 microns, hein, c'est des petits grains de sable, et les astronomes nous disent qu'il y en a 4 puissance 17 par mètre cube. Mais pour un trajet de 1 parsec seulement, c'est-à-dire aller jusqu'à Alpha du Centaure, on a une probabilité de 100% de rencontrer 2 grains. Malheureusement, avec une vitesse du dixième de la vitesse de la lumière, l'énergie cinétique d'un grain de 100 microns est l'équivalent de l'énergie cinétique d'une masse de 2 tonnes lancée à 100 km par heure. Donc vous voyez que ça pose des problèmes de protection absolument énormes. Soit on a quelque chose comme Icarus, mais qui n'est pas protégé contre de tels chocs, soit on se protège contre de tels chocs, donc on fait quelque chose d'encore plus massif et volumineux qu'Icarus. Donc c'est vraiment un problème très sérieux. Alors ce problème très sérieux, il y a une solution. Oui, je veux revenir sur le côté sérieux du problème. Les sondes, enfin les fusées, les satellites lancés traditionnellement par les agences spatiales ont une probabilité comprise entre 1 et 5% d'être détruits. Bon, ben, c'est pas trop grave, on peut perdre 500 millions d'euros. Pour la navette spatiale, on doit s'autoriser des probabilités de destruction en dessous du pourcent, mais au-dessus du pour 1000. C'est pour ça que la navette est chère. Hein. La navette est si chère parce que les mesures de sécurité sont plus importantes. Mais là, si vous voulez lancer vers Alpha du Centaure une mission qui va durer au moins 40 ans et qui coûtera non pas 500 millions d'euros, mais des dizaines de milliers de milliards d'euros, on ne peut pas se permettre un risque important. Donc il faudra des fractions de pourcents de risques qui sont requis, et ça contribue encore à augmenter le coût d'une telle mission. Alors il y a une solution, c'est d'aller moins vite, et d'aller à 600 km par seconde, parce que le calcul montre qu'en dessous de 600 km par seconde, les grains interstellaires sont moins dangereux, ne sont plus dangereux. Mais dans ce cas-là, il faut 2000 ans pour aller sur Alpha du Centaure. Alors c'est le cas du projet qui s'appelle The Project de Steve Kilston. C'est un ingénieur de Ball Aerospace, une entreprise respectable dans le spatial aux États-Unis. Steve Kilston lui-même est un ingénieur très sérieux. Alors lui, il est très ambitieux, il veut envoyer une mission avec plusieurs dizaines de personnes, parce que lui, il veut coloniser la galaxie.
pourquoi pas. Alors voilà son projet. Je ne sais plus combien de centaines de mètres ça a, et cette espèce de tuyau. Alors vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de creux, donc ça diminue la section de l'engin par rapport à sa vitesse de progression, et donc ça diminue la probabilité d'interaction et de collision avec des poussières. Alors, c'est intéressant, là, puisque Antoine Laberry parlait d'histoire, c'est intéressant de voir ce que pensait Emmanuel Kant de tout ça. Il y avait un petit peu réfléchi, au fond. Il dit qu'admettre les habitants sur d'autres planètes, c'est une affaire d'opinion. En effet, si nous pouvions nous en approcher, ce qui est en soi possible, nous pourrions décider. Donc, ce qui est en soi possible, conceptuellement, il disait que c'est possible d'aller vers d'autres étoiles. Parce que pour lui, les autres planètes, c'est des planètes naturellement autour d'autres étoiles. Kant était tout à fait avancé et progressiste sur ce plan-là. Donc nous pourrions décider par l'expérience s'ils existent ou non. Si nous y allons, nous pouvons décider par l'expérience s'ils existent. Mais jamais nous ne pourrons nous en rapprocher à ce point, et cela restera une question d'opinion. Alors là, il est peut-être pessimiste, mais il avait réfléchi à la question. Donc c'est dans la critique de la faculté de juger. Voilà. Eh bien, j'arrive à peu près au terme de cet exposé avec des conclusions extrêmement pessimistes. Parce qu'il a fallu 23 siècles entre la déclaration initiale d'Épicure. Il y a une infinité de mondes avec des planètes, avec des plantes et animaux semblables aux nôtres. Donc 23 siècles entre cette affirmation d'Épicure et les premières détections d'exoplanètes aujourd'hui. Est-ce qu'il faudra 23 autres siècles pour voir la morphologie de ces animaux? Peut-être. Peut-être. Alors, mais je ne voudrais pas en rester sur quelque chose d'aussi pessimiste, parce que il y a un dernier espoir, c'est que les extraterrestres existent et nous envoient, prennent des photos des animaux et nous les envoient à la vitesse de la lumière. Alors, il reste une... Alors ça, c'est possible dès demain. On ne sait jamais. Il n'y a aucune impossibilité théorique pour que ça nous arrive demain. En attendant cette perspective passive, essayons d'agir et de chercher par tout moyen pour contourner les difficultés que j'ai dites. Alors, est-ce qu'il y en a? En utilisant la physique standard, c'est-à-dire la physique et la technologie d'aujourd'hui, il y a peut-être des moyens de télémanipulation, c'est-à-dire de manipulation de matériaux qui existent sur place, mais télémanipulés avec des signaux qui vont à la visée de la lumière. Des gens pensent à la téléportation quantique, parce que ça, c'est un mot qui fait florès, qui est à la mode, mais à mon sens, ce que je comprends, je crois comprendre de la mécanique quantique, en fait, ça ne marche pas. Je peux expliquer pourquoi. Alors maintenant, on peut bien sûr imaginer de la physique non standard, et ça peut toujours arriver, parce que, par exemple, en 1894, personne n'imaginait que l'année d'après, on découvrirait la radioactivité. Donc, il y a toujours des possibilités que de la physique non standard se présente. Alors, par exemple, on peut diminuer la distance du voyage par les trous de verre, c'est-à-dire des espèces de portions d'espace qui sortent des trois dimensions, qui vont dans une quatrième dimension, et qui, grâce à ça, par des espèces de tuyaux, font que ce qui semble distant, en fait, peut être tout près. On peut augmenter
la vitesse de la lumière pour des signaux. Ça, c'est quelque chose sur laquelle, une chose à laquelle beaucoup de physiciens des particules réfléchissent. Il se peut que dans certaines conditions, la théorie de la relativité restreinte ne soit plus valable et qu'on puisse aller, dans certaines conditions, à des vitesses plus grandes que la vitesse de la lumière. Malheureusement, il semble que ces conditions ne sont pas favorables parce qu'il faudrait prendre des particules d'ultra haute énergie, ce qui est un autre obstacle. Alors, il y a un autre type de téléportation que la téléportation quantique standard. Il y a la téléportation par les ondes subquantiques. Alors, les ondes subquantiques, c'est un modèle non orthodoxe de la mécanique quantique, mais absolument compatible avec les observations, et qui est ce qu'on appelle dans le petit milieu des spécialistes la théorie de Bohm-Vigier. Et alors, cette théorie imagine ce qu'on appelle un milieu subquantique dans lequel il y a des ondes subquantiques qui peuvent se propager beaucoup plus vite que la lumière. Alors il y a quelque chose tout à fait autre, mais ça c'est de la spéculation, c'est augmenter l'unité de temps psychologique qui fait que 2000 ans, ce ne serait rien du tout. Donc voilà, nous avons quelques siècles devant nous pour réfléchir à toutes ces questions. Merci bien.